Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 124. Et pour ce numéro, je vous propose d'étudier des idéaux sur un anneau assez particulier qu'on appelle l'anneau de Boole. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit E, un ensemble fini. On va noter delta, la différence symétrique sur P de E, et on veut démontrer que tout idéal de l'anneau donné par les parties de E avec la différence symétrique et l'intersection est de la forme P de E' avec E' inclus dans E. Voilà, c'est un très joli exercice qui pourrait s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur les idéaux pour pouvoir bien comprendre et bien attaquer cet exercice. Il faut juste savoir ce qu'on entend par idéal sur un anneau. Et puis, bien sûr, connaître un tout petit peu de choses sur cet anneau. En tout cas, savoir au moins que c'est un anneau et savoir démontrer que c'est un anneau. Je ne vais pas faire ça. Je vais juste vous rappeler qu'en effet, c'est bien une structure d'anneau. Et cet anneau-là, ça porte un nom. Ça porte le nom de anneau de Boole. Donc cette chose-là est un anneau appelé anneau de Boole. Alors pourquoi anneau de Boole? Booléen. Booléen, ça c'est quelque chose qu'on voit en informatique et c'est donc en fait on peut dire des variables qui vont prendre des valeurs 1 ou 0, plus ou moins correspondant au fait d'avoir une assertion qui est vraie ou fausse. Et donc, là, ici, l'anneau booléen, c'est un peu le même genre de choses. En fait, on va avoir des opérations qui correspondraient à peu de choses près à des opérations de logique. Et donc, par exemple, la différence symétrique pourrait correspondre à peu de choses près à un XOR. Car, par exemple, une propriété assez intrigante, c'est le fait de dire que A différence symétrique avec A, eh bien, ça va donner le vide. Voilà, et bien sûr, on peut s'amuser à regarder A avec B, etc. Et c'est plus ou moins l'idée de dire je vais regarder l'union tout en voulant éviter que les deux soient vrais en même temps. Donc je veux que l'un des deux soit vrai sans forcément que les deux soient vrais en même temps. Donc c'est un peu le rôle de ce delta, ça serait une équivalent de XOR. Et puis l'intersection pourrait être un équivalent de l'opération et. Puisque quand je veux avoir une assertion qui est vraie et une autre qui soit vraie, il faut être dans l'intersection des deux ensemble. Donc à peu de choses près, voilà à quoi peut correspondre les opérations de différence symétrique et d'intersection. Et il se trouve que n'importe quelle assertion logique pourrait se réécrire sous la forme de assertion élémentaire avec ensuite des opérations qui font intervenir essentiellement des XOR et des intersections. Donc c'est quand même assez joli comme propriété. Donc voilà, il y a bien sûr plein d'autres trucs dont on pourrait discuter. Et là, notamment, la structure de l'anneau. Cet anneau-là est commutatif. Mais attention, il n'est pas intègre. En effet, vous pouvez très bien avoir l'intersection de deux ensembles sans pour autant, l'intersection de deux ensembles qui est vide, pardon, sans pour autant que l'un des deux ensembles soit vide. Donc c'est ça le fait que cet ensemble soit intègre. Bien sûr, vous pouvez vous poser la question qui joue le rôle de l'élément neutre pour l'addition ici. Donc là, ici, la différence symétrique, ça sera le vide. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de l'élément neutre pour l'intersection? Ça va être tout le monde, ça va être E. Donc voilà, ça c'est les deux, trois choses qu'on peut énoncer. Et un autre truc que j'aimerais aussi signaler, c'est un lien avec de la combinatoire, et notamment la combinatoire des possets. Donc les possets, c'est les ensembles partiellement ordonnés. Ça veut dire que ce sont des ensembles avec un ordre partiel. Et donc, les ensembles avec un ordre partiel, on peut les dessiner à l'aide d'un diagramme de Hasse. Hop. Donc là, je vous fais un exemple d'un posset où j'ai écrit l'élément qui est le plus grand en haut. Donc, je vais peut-être l'écrire un chapeau et 0 chapeau comme on a l'habitude de faire quand on travaille avec des possets comme ceux-là. Et puis ici, on va dire A, B, C. Et donc, là, le dessin que je viens de faire, ça s'appelle le diagramme de Hasse d'un posset. Et ce diagramme de Hasse, l'élément le plus grand est en haut, l'élément le plus petit est en bas. Et vous avez des relations de couverture qui vous disent, là, par exemple, cet élément-là, C est plus petit que 1, mais C est plus grand que 0, B est plus grand que A, etc., etc. Et prendre un idéal dans ce posset, eh bien, c'est prendre tous les éléments qui sont plus petits qu'une certaine collection d'éléments. Donc là, par exemple, si je prends l'idéal engendré par B, eh bien, ça veut dire que je dois prendre également A et 0. Donc c'est ça, prendre un idéal dans un posset, c'est prendre tous les éléments qui sont plus petits qu'un élément donné. Et là, justement, chose assez rigolote, si on regarde les parties d'un ensemble muni en plus de l'ordre donné par l'inclusion, faisons un mini exemple. Si je prends E, donc ça va pas être tous les idéaux, mais ça va être un certain nombre d'idéaux qui vont être des idéaux qu'on appelle principaux.
Donc, parce qu'ils sont engendrés par un seul élément. Donc, si je prends E être tout bêtement 1, 2, 3, alors le poset va être le suivant, enfin le diagramme de Haas va être le suivant. Donc, vous avez ici 1, 2, ici on va dire 1, 3, 2, 3, puis 1, 2, 3, vous avez ça, vous avez ça, que je ne fasse pas de bêtises, vous avez 1, 3, 4 ici, et ça, clac. Puis ici, on a vide, clac, clac. Bon, voilà. Eh bien, les idéaux, en fait, les P de E prime qu'on va déterminer, ça va être les idéaux principaux. C'est-à-dire, vous me donnez un élément, un ensemble qui est là-dedans. Donc, par exemple, je prends 1, 3, et ça veut dire que l'idéal engendré par 1, 3, ça serait de prendre 1, 3 et le vide. Et bien, ça, c'est exactement, regardez, P de E prime. D'accord. Et donc, en fait, là, l'idéal en termes de cet anneau de boule vont correspondre aux idéaux qu'on appelle plutôt idéaux principaux pour les possèdes. C'est des idéaux qui sont engendrés juste par un seul élément. Car en effet, j'aurais très bien pu m'amuser à prendre aussi l'idéal engendré par 1, 2. Et si je m'amuse à prendre 1, 2 en même temps que 1, 3, là, je vais prendre tous les éléments qui sont plus petits que ces deux éléments-là. Et voilà, ça serait un autre idéal qui serait tout à fait valide en termes de possèdes. D'accord. Donc, juste pour que ce soit clair, idéal en poset, c'est en fait un ensemble J, c'est égal à un ensemble J, tel que pour n'importe quel X dans le poset, si j'appelle P le poset, pour n'importe quel X dans P, et pour n'importe quel Y dans J, si je sais que X est plus petit que Y, ça implique que X est dans J. Donc c'est ça que j'entends idéal par poset. Et là, ce que je viens d'expliquer, c'est que c'est légèrement différent des idéaux de l'algèbre de Boole là, que je viens de donner. Hop. Mais il y a quand même une certaine relation entre les deux, c'est en fait le fait que les idéaux principaux sont exactement des idéaux principaux des deux côtés. Donc là, l'idéal ici de P de E, c'est engendré par un certain E'. Et bien là, ici, un idéal de poset, si je veux que ça corresponde, ça sera un idéal engendré par un seul élément et pas plusieurs éléments. Donc là, par exemple, 1, 2 et 2, 3, cet idéal-là ne serait pas un idéal au sens de l'algèbre de Boole. Bon, bref, c'est assez technique ce que je suis en train d'expliquer là, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même une espèce de lien entre ce qu'on appelle idéal de poset et idéal d'un anneau, ici de l'anneau de Boole. Bon, ici, on va vraiment juste se concentrer sur les idéaux de Boole, donc vous n'êtes pas obligé de retenir ce que je viens de raconter là. Ce que j'ai dit sur les possets, il y a déjà eu un exercice autour des possets que je vais mettre en lien dans la description, parce que je ne me souviens pas du numéro exact, mais si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur les possets et justement de les manipuler, les ensembles partiellement ordonnés, eh bien il y a un exercice pour ça, et je pense que ça pourrait être intéressant à manipuler. Bref, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire d'important autour de l'anneau de Boole avant de me lancer dans l'exercice. Donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que ce n'est pas un exercice si difficile que ça. Mais bon, il faut un peu de méthodologie pour pouvoir bien s'y prendre. Et là, je vais vous introduire un lemme, si vous avez eu du mal à démarrer. Je vais vous introduire un lemme qui va normalement vous débloquer. Lemme. Le lemme va être le suivant. Je vais prendre J, un idéal de P de E. Et on va démontrer deux choses. D'une part, qu'on a stabilité par inclusion, ce qui revient à mon idée de idéal de poset. C'est le fait d'avoir des éléments qui sont plus petits, qui sont forcément dedans. Et puis on va démontrer un autre truc qui est un petit peu plus subtil et qui n'est pas forcément vrai justement pour les idéaux de poset. D'ailleurs, c'est la question de stabilité par l'union. Donc voilà, c'est ça qu'on va démontrer. Premier lieu, on va démontrer que pour n'importe quel x dans J et pour n'importe quel y inclus dans x, on va avoir que y est dans J. Et deuxième lieu, pour n'importe quel x et y dans J, eh bien on va avoir que x union y est également dans J. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire une pause sur la vidéo avant que je vous donne la preuve de ce lemme et ensuite que j'enchaîne avec la résolution complète de l'exercice. Ok, alors pour démontrer cette première propriété, c'est vraiment pas difficile. Il suffit d'utiliser la propriété d'absorbance de l'idéal. Donc c'est parti, preuve.
Je prends Y donc inclus dans X appartenant à J, comme je l'ai proposé, et donc je peux écrire Y comme étant Y intersecté avec X. Et donc Y intersecté avec X, je sais que X est dans l'idéal, et donc par propriété d'absorbance, on peut affirmer que tout ce truc-là est dans J, par absorbance. Donc c'est terminé, on conclut alors que Y est bien dans J. Voilà, c'est pas très difficile, je vous l'avais dit. Et deuxième point, alors c'est pareil, c'est pas très difficile, mais il faut juste bien s'y prendre. Donc si je prends X et Y dans J, je peux regarder la différence entre les deux ensembles. Je peux considérer soit X0 comme étant X moins Y. Je peux au moins être sûr d'une chose, c'est que ce X moins Y, il est inclus dans X. Et comme il est inclus dans X, d'après la propriété 1, je peux affirmer au moins que X0 est dans J. Donc d'après 1, ça veut dire que X0 est dans J. Et donc, quand je fais la différence symétrique entre X et Y, cela revient à faire la différence symétrique entre X0 et Y. Et ça, ça revient en fait à la même chose que faire l'union, puisqu'il n'y a personne qui est en commun entre X0 et Y. Donc ça revient à faire l'union de X0. Alors, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Oui, je suis allé un peu vite. C'est pas vrai, enfin, ce que je viens d'écrire là, c'est pas vrai, c'est plutôt que X0. Je voulais juste faire la différence symétrique de X0 avec Y. Je sais pas pourquoi je me suis amusé à faire la différence symétrique avec X. Pardonnez-moi pour ça. Donc je vais dire X0 avec Y. Et ça revient exactement à dire que c'est l'union, puisqu'il n'y a personne en commun. Mais là, l'union entre X0 et Y, il y a aussi les X qui sont dans Y. Donc ça veut dire que je me retrouve avec la même chose que l'union de X avec Y. Et là, cette fois-ci, c'est la propriété de sous-groupe qui va être vérifiée, puisque on sait que J est un sous-groupe. Donc ça, c'est dans J, ça, c'est dans J. Donc, par conséquent, on conclut que tout ça, c'est dans J. Et par conséquent, ce truc-là est dans J. Et on a gagné, on vient de démontrer une stabilité par union et une stabilité par inclusion. Bien, alors maintenant, j'affirme qu'on peut maintenant conclure. Je vous invite alors à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de conclure le résultat que l'on souhaite à partir du lemme qu'on vient de démontrer. Ok, je vais laisser le lemme au tableau. Je me permets juste d'effacer la preuve pour avoir de la place. Hop. Je vais peut-être effacer ça aussi pour avoir de la place. Alors, je vais commencer par un truc qui paraît peut-être un peu bébête à faire, mais je pense que c'est important. Il faut vérifier d'abord que si je prends un ensemble E' inclus dans E, P de E' est également un idéal de E. Ça paraît un peu bébête, mais quand même, il faut le vérifier. Puis une fois qu'on aura vérifié ça, quand je prends un idéal, il faudra se poser la question, qui peut être un bon candidat pour former le E' que l'on cherche? Alors, c'est parti. Donc, résolution. Commençons par démontrer que si j'ai E' qui est inclus dans E, alors P de E' est un idéal de E. Et ça, c'est pas très difficile. En effet, je pense que c'est assez clair de vérifier que P de E' avec la différence symétrique, ça forme bien un groupe. Exactement comme on montrerait que P de E avec la différence symétrique est un groupe. Voilà, c'est pas très difficile. Et puis ensuite, si je prends un élément Y inclus dans E', et si je prends un élément X inclus dans E, je suis sûr que quand je fais X inter Y, je me retrouve avec un ensemble qui se trouve dans E', qui se trouve inclus dans E'. Et donc, c'est gagné. Je viens de démontrer l'absorbance. Bon, voilà, on conclut. Donc, ça veut dire en effet que P de E' est un idéal de E. Yes. Alors maintenant, si je prends un idéal, soit J idéal de E, alors le bon candidat, il faut réfléchir un petit peu à quoi pour ressembler donc un idéal et comment je pourrais construire le E' qui correspondrait. Eh bien, le truc le plus bête qu'on puisse avoir envie de faire, c'est de dire qu'on va faire l'union de tous les éléments qui se trouvent dans J. Eh c'est exactement ce que je vais faire. Donc, posons E' égale l'union de tous les ensembles F qui sont dans J.
Je me permets de signaler, car ça c'est très important, et on va en reparler à la fin de la résolution, cette union est finie. Car E est fini. Et donc par récurrence évidente, en utilisant le point 2 du lemme, on peut assurer que E' est bien un élément de J. Puisqu'on a démontré dans ce lemme-là que si on fait l'union de deux éléments qui sont dans J, alors c'est dans J. Et donc, par récurrence, là, si j'ai une union finie, je pense que c'est assez clair, vous faites l'union des n-1 premiers, puis après, vous faites l'union avec le dernier. Bon, vous vous retrouvez avec deux éléments qui sont dans J, vous faites l'union, vous vous retrouvez encore avec un élément qui est dans J. Donc ça marche. Ok, très bien. Et c'est vraiment très important, l'union qui est finie. Je vais y revenir à la fin de la résolution. Bien, donc E' est dans J, et donc par conséquent, on peut affirmer au moins que P de E' est alors inclus dans J. Alors P de E' est inclus dans J, étant donné la propriété 1. Puisque la propriété 1, on a démontré que n'importe quel élément qui est dans J, pour n'importe quel élément qui est dans J, si je prends un sous-ensemble de l'élément que j'ai dans J, alors il est aussi dans J. Donc ça permet d'assurer qu'en effet P de E' est complètement dans J. Et maintenant, dans l'autre sens, on a fait la construction exprès pour, si je prends un élément dans J, je sais que c'est forcément une partie de E', puisque ça faisait partie de l'union de tous les ensembles qui sont dedans. Bon, voilà, j'ai terminé. Par construction, on a aussi que J est inclus dans les parties de E'. Car si je prends une partie de E', je sais que cette partie de E' est dans J, et puis en particulier, voilà, quand je prends une partie de E', il est dans J, et puis de toute façon, je fais une union exprès pour, quoi. J'ai vraiment fait l'union de tous les éléments qui sont dans J, donc forcément, quand je prends une partie là-dedans, je suis forcément dans J. Donc on a vraiment cette autre inclusion qui nous tombe dans les bras parce qu'on a tout fait pour. C'est terminé. On a démontré que n'importe quel idéal doit s'écrire partie d'un certain sous-ensemble de E. Ceci conclut la résolution de cet exercice. Alors, je vais revenir donc tout de suite sur ce que j'ai signalé pendant la preuve. J'ai signalé le fait que l'union était finie et que ça, c'était important. Eh bien, je peux vous faire un contre-exemple si E n'est pas un ensemble fini. Hop. Donc, je vais écrire. Attention, l'hypothèse E finie est très importante. Importante. Donc là, si par exemple E était infini maintenant, ok, eh bien je peux considérer l'idéal J comme étant l'ensemble des parties finies de E. Eh bien j'affirme que ce J là, c'est un idéal de P de E qui ne peut pas s'écrire P de E'. Alors, vérifions-le. Donc, pourquoi c'est un idéal? Je pense que c'est assez clair. On est d'accord que quand je prends deux ensembles, donc si je prends deux ensembles F et G qui sont dans J et que je veux faire la différence symétrique de F avec G, je pense que c'est assez clair que cet ensemble-là est aussi un ensemble fini, si ces deux ensembles-là sont finis. Donc c'est terminé, on est content. Et puis on peut s'assurer aussi que parce que là c'est la différence symétrique, et je l'avais signalé tantôt, mais le symétrique d'un élément par la différence symétrique, c'est lui-même. Donc c'est suffisant d'avoir fait ça pour vérifier qu'en effet, J avec la différence symétrique, c'est bien un sous-groupe. C'est vraiment parce que le symétrique d'un élément, c'est lui-même que ça suffit de faire ça. En général, c'est pas suffisant. Normalement, je dois faire F plus ou moins l'élément qui se trouve de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que je dois faire étoile, normalement, l'élément symétrique. Mais là, ici, j'ai pas besoin de faire l'élément symétrique parce que le symétrique, c'est lui-même.
Donc là, j'ai bien la propriété de sous-groupe. J'ai aussi la propriété d'intersection, d'absorbance, puisque si je prends un X qui est inclus dans E, et si je prends un Y qui est dans J, bah, si je fais X inter Y, je me retrouve avec un ensemble qui est fini. Donc forcément, ça c'est bien dans J. Donc on a bien la propriété d'absorbance, on est content. Mais maintenant, si je voulais essayer de l'écrire sous la forme de P de E', si je voulais l'écrire P de E' par rapport à la construction que j'ai proposée, le P de E' que je devrais obtenir, ça serait E' égale à E. Donc si J était égal à un certain P de E', alors E' doit contenir E, car il contient toutes les parties finies de E, et donc en particulier les singletons, si vous voulez. Les singletons pour chacun des éléments de E. Mais si je fais le tour de tous les singletons et que je m'amuse à faire l'union de tous ces singletons, bah, j'obtiens E tout entier. Contradiction. Puisque J n'est pas P de E tout entier. Car E est dans P de E, mais n'est pas dans J. Et voilà. Donc ceci est vraiment pour souligner qu'il était important de s'assurer que de l'union, là, cette union qu'on est en train de faire dans cette preuve, est une union finie. Si j'avais une union infinie, je ne pourrais pas assurer la stabilité de l'ensemble que j'ai considéré mon idéal par rapport à une union infinie. Ça n'est pas forcément vrai. Et pourtant, pour une union finie, on peut par récurrence. Mais une union infinie, on ne peut pas. Et c'est là donc la petite subtilité qui montre que il nous faut vraiment cette hypothèse d'ensemble fini pour pouvoir conclure. Et ça montre aussi des subtilités assez intrigantes sur les ensembles, sur les possèdes, sur les treillis qu'on pourrait regarder. Les treillis, c'est des possèdes pour lesquels on a des opérations qui correspondent un peu au PGCD et au PPCM pour la divisibilité. Eh bien, là, ça montre aussi qu'il y a une différence entre le fait de faire un PGCD sur un ensemble fini et PGCD sur un ensemble infini. Donc là, ici, notamment, faire une union, ça serait l'équivalent de plutôt regarder le PPCM, pas le PGCD, mais regarder le PPCM. Donc là, ici, regardez l'union finie d'ensemble et l'union infinie d'ensemble. Ben, là, on voit quelque chose qui permet de différer, enfin de faire la différence entre les deux. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare de voir des moments où les unions, le fait d'avoir une union infinie, ça peut poser des problèmes. Bon, on voit d'autres exemples, bien sûr, avec la topologie. On voit un petit parallèle avec la topologie, les questions de fermeture de topologie, le fait de faire des unions dénombrables, de fermées ou des choses comme ça qui ne donnent pas forcément des fermées ou des trucs comme ça. Voilà, donc on retrouve ce genre d'analogie un petit peu rigolote, mais bon voilà, ça vous montre, je pense, un autre exemple dans lequel on pourrait avoir des unions de choses finies ou infinies qui ne donnent pas exactement ce que l'on souhaiterait. Voilà. Je pense que c'était assez intéressant comme exercice et c'est pour ça que je voulais vous le partager. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Exercice qui, j'espère, vous aura intrigué un petit peu plus sur les questions de possède et 2-3 trucs aussi sur cette algèbre de Boole que je trouve assez sympa. N'hésitez pas ici à me soutenir, ici à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!